On peut atteindre le haut niveau avec la discipline. Et je crois que la différence entre le haut niveau et le très haut niveau que je vise, je pense que c'est d'accepter de continuer quand tout va mal. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Gicquel. Stéphanie est athlète de haut niveau, spécialiste de course de fond et aventurière. J'ai amélioré le record de France d'athlétisme sur piste à cette occasion. Donc j'ai couru 249,3 km en 24 heures non-stop. Elle a traversé l'Antarctique à pied, seule sur plus de 2000 km pendant 73 jours à moins 50 degrés. Elle court 200 km par semaine, elle fait des épreuves de running longues de 24 heures. Bref, Stéphanie est hors norme et l'assume. Je crois que si j'ai réussi à atteindre certains objectifs ambitieux, c'est parce que j'ai accepté que le chemin soit difficile. Qu'est-ce qui l'a fait courir au-delà des exploits? On a parlé de doute, de fatigue extrême, de moments de renoncement aussi, de visualisation. On a parlé de combien gagne un sportif de haut niveau, de préparation mentale, de nutrition, d'endurance, de sommeil, de la différence entre la discipline et la motivation et de pourquoi il faut savoir se faire mal pour progresser. La société de confort nous endort en fait. Et c'est peut-être pour ça que la question nous est posée en tant que sportif de haut niveau ou explorateur du pourquoi et pourquoi pas. Petit bonus, je vous ai écouté et j'ai posé certaines de vos questions à Stéphanie. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez me le mettre en commentaire sur YouTube ou pourquoi pas sur les réseaux, ça fait toujours très plaisir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stéphanie Gicquel. Ma chère Stéphanie, tu fais partie des quelques invités, c'est assez rare, que j'ai le plaisir de recevoir une deuxième fois sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Écoute, je suis ravie. Tu sais que cet épisode, ça fait partie des rares épisodes que moi-même je réécoute. Le premier qu'on avait fait ensemble, il m'avait beaucoup marqué parce que t'as une telle force, une telle puissance, énergie dans tes mots. Je trouve que c'est un épisode qui est formidable et d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à le réécouter ou à l'écouter pour la première fois parce que je trouve qu'il nous permet vraiment de prendre de la hauteur, notamment par rapport à nos petits problèmes du quotidien, à nos petites souffrances. Franchement, quand on t'imagine au 250e kilomètre, on se dit mais comment puis-je me plaindre finalement quand on sait ce que tu vis. Donc rien que pour ça, je voulais te remercier de vive voix de ce que tu avais apporté et je reçois jusqu'à maintenant encore de nombreux messages de personnes qui me disent qu'ils ont adoré cet épisode. C'est très gentil, merci. Pour commencer, j'avais envie de nous plonger dans l'un des derniers souvenirs que tu aurais vécu, qui t'aurait particulièrement marqué. Je crois que tu m'as dit qu'il y avait une course à Phoenix qui t'avait particulièrement marqué. Est-ce que tu peux nous donner le contexte, nous expliquer qu'est-ce que c'était que cette course et puis pourquoi est-ce qu'elle a eu une signification particulière pour toi? Alors c'était le 14 décembre et 15 décembre 2024, c'était une course de 24 heures, désert solstice, qui avait lieu à Phoenix en Arizona. J'ai amélioré le record de France d'athlétisme sur piste à cette occasion, donc j'ai couru 249,3 km en 24 heures non-stop. Bon déjà, je suis obligée de 24 heures non-stop. Est-ce qu'il y a des pauses pipi? Enfin, à un moment donné, comment tu fais 24 heures non-stop? À Phoenix, je crois que c'était 8. En général, c'est entre 6 à 10. D'accord. C'est la seule tu bois, pause. tu manges. Oui, tu bois et tu manges pendant que tu cours. Donc mais tu ne dors pas. Non, tu ne dors pas. Tu ne dors pas pendant 24 heures. Après, il serait toujours possible de dormir, mais dans ces cas-là, on ne fait pas la performance. C'est vraiment des performances qui imposent de courir tout le temps, parce qu'on est quand même à un rythme qui est assez soutenu. Donc en général uniquement des pauses toilettes. Après si on avait vraiment l'obligation de changer des chaussures, ce serait possible et on apprend à le faire très vite. Mais jusqu'à présent je n'ai pas eu cette difficulté-là. J'ai pu courir avec les mêmes chaussures du début jusqu'à la fin. Bon, je t'ai interrompu, je suis navrée, mais 24 heures déjà de course non-stop, je pense que on visualise difficilement ce que ça signifie. Et pourquoi est-ce que celle-ci a été particulièrement importante pour toi? Alors j'ai beaucoup aimé cette course parce que c'était aux États-Unis. Faut savoir que c'était une course qui était quand même assez dure parce qu'on n'était que 25 au départ. C'est une course qui est réservée aux athlètes élites, donc il faut avoir un niveau international pour pouvoir participer. Comme on est sur piste, il n'y a que 25 participants puisque si on était plus, on se gênerait sur la piste. Et puis l'amplitude thermique est vraiment forte en Arizona, donc en journée il faisait très chaud. Je m'étais acclimatée puisque j'étais présente sur place quelques semaines auparavant et j'ai l'habitude de suivre des processus d'acclimatation, en général en chambre thermique à l'INSEP, mais là pour le coup je l'ai fait vraiment en milieu naturel dans les jours qui ont précédé, de manière à habituer mon corps à pouvoir quasiment réaliser une performance que je ferais en milieu tempéré. Donc c'est possible, l'acclimatation à la chaleur est quelque chose de tout à fait possible.
Mais par contre, la nuit, il faisait vraiment froid et c'est l'amplitude thermique qui est extrêmement difficile à gérer, notamment en matière d'absorption de glucides. C'est compliqué. L'eau était beaucoup plus froide, donc on avait mal anticipé cet aspect-là. Donc ça m'a un petit peu gênée en matière de troubles digestifs. Mais je garde d'excellents souvenirs de cette course parce que je l'ai remportée au scratch, parce que j'ai amélioré le record de France, parce que j'ai vraiment noué des très très bonnes relations avec les Américains que j'ai rencontrés à cette occasion. Ils étaient extraordinaires, ils m'ont posé énormément de questions dans les semaines qui ont précédé parce qu'ils me voyaient courir 5 heures, 6 heures. Ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont prêté du matériel, ils voulaient tous nous héberger donc avec mon conjoint. Enfin, c'était vraiment une très belle aventure et pendant la course, ils sont venus à tour de rôle pour m'encourager. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est leur curiosité en fait. Ils sont vraiment très très curieux. C'était quoi les questions qu'ils te posaient? Ils voulaient savoir pourquoi je courais, comment je m'entraînais, en quoi consistait spécifiquement la course, depuis combien de temps je participe à ce type de course. Ils étaient vraiment passionnés, donc même sur place, ils ont posé des questions aux autres coureurs. Ils étaient vraiment intéressés en fait par la pratique. Ils ne la jugeaient pas du tout le fait de courir très longtemps. Ils étaient tout simplement très curieux et j'ai vraiment tissé des très bonnes relations avec ces personnes-là. Donc après, on a organisé des petites fêtes à l'issue de la compétition dans les jours qui ont suivi. Et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec eux régulièrement. Donc je garde vraiment de très très bons souvenirs de cette aventure. Génial. Alors, je sais que tu as l'habitude de courir sur des distances que quelqu'un on va dire, alors d'amateur évidemment, mais même qu'un professionnel de la course n'envisagerait pas, puisqu'on parle de centaines de kilomètres quand même. Pour certaines courses. Est-ce que à l'issue d'une course comme celle-ci qui dure 24 heures, ton état à la fin de la course est encore, on va dire, correct, c'est-à-dire que tu te sens encore bien, ou comment tu te sens physiquement après une course comme celle-ci? Alors après une course de 24 heures, quand on est vraiment très préparé, on n'a pas beaucoup de conséquences physiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de courbatures. Un tout petit peu, mais le lendemain, en général, on n'a plus de courbatures. Par contre, on peut avoir dans l'heure qui suit la compétition, des nausées, mais c'est tout à fait logique, c'est parce que le cardio a été plus haut que la fréquence cardiaque de repos pendant 24 heures, et tout d'un coup, on s'arrête, et donc physiologiquement, c'est tout à fait logique d'avoir un peu envie de vomir. Donc, la première fois, ça peut faire un peu bizarre, puis après, on apprend à gérer cela et on sait que ça se passe comme cela, même quand on est très bien préparé. On peut avoir des hypoglycémies, on peut avoir un peu de déshydratation aussi. Parfois, les amateurs boivent trop sur ces courses, donc ils sont au contraire en hyponatrémie, ce qui est beaucoup plus dangereux. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut être dans le coma et on peut risquer sa vie, hein. Donc le fait de boire trop, faut vraiment faire attention à cela. L'hyperglycémie aussi, c'est assez dangereux. Pour ma part, c'est plutôt de la déshydratation ou bien de l'hypoglycémie. Donc ça aussi, ça se gère après la course. Mais il est évident que je suis un peu plus fatiguée qu'après un 100 km et évidemment beaucoup plus qu'après un marathon. Bien sûr. Ma difficulté pour moi, c'est sur un marathon de ressentir une fatigue en post-course. J'ai envie à un moment donné de préparer spécifiquement un marathon. Parce que ce que me décrivent les élites sur marathon me donne envie, et j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui entraîne aussi des marathoniens olympiques, donc qui est très compétent en la matière, et c'est une aventure qui me donne très envie. Donc une fois que j'aurai terminé l'aventure de l'ultra, j'aimerais bien explorer un peu l'aventure du marathon, mais je ne sais pas si un corps comme le mien, qui a vécu l'ultra pendant tant d'années, peut vraiment être fatigué à la fin d'un marathon, même si je cours à l'intensité marathon. En fait, je ne sais pas. Et c'est ça qui me donne envie. En fait, j'ai envie d'essayer de voir. Tu disais que la sensation à l'issue d'un marathon te donne envie. En quoi est-ce qu'elle serait différente de ce que tu vis avec tes ultras? En fait, ce que j'aime bien quand un marathonien me parle de ce qu'il vit, c'est que sur chaque kilo, il est un peu à la limite. Sur chaque kilo, il doit tenir à la seconde près. Donc on tient vraiment à la seconde près, faut pas lâcher. Dès qu'il pense à autre chose ou dès qu'il n'est plus concentré sur son chrono, il lâche 3-4 secondes et c'est fini, il fait pas sa performance à la fin. Et il est très vraiment dans le dur dès le début de la course. Alors il le ressent pas forcément comme cela parce qu'il était en affûtage dans les jours qui ont précédé la course, mais en tout cas c'est une très haute intensité dès le début de course. Et moi j'ai tendance à être plutôt dans l'économie,
j'ai une foulée aussi qui est beaucoup plus rasante, une foulée qui est moins fréquente, mais qui est liée donc à la pratique de l'ultra. Et c'est surtout des fibres lentes évidemment, mais surtout un état d'esprit de garder de l'énergie pour continuer. Donc à l'issue d'un marathon, en fait, je pourrais continuer à la même allure que celle que j'avais sur les 10 kilomètres précédents. Or en fait, il faut courir un tout petit peu plus vite, et ça me donne envie de vivre cela, ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire qu'en gros, ils pourraient pas rajouter 1 kilomètre à la même allure, en fait. C'est ça, j'aimerais bien le vivre. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans ta discipline d'ultra? Alors, ce qui est le plus difficile, c'est que l'ultra, c'est une discipline qui est récente, donc on a peu de recherches scientifiques sur le sujet, donc peu de réponses, peu de résultats par rapport au marathon, aux 800 mètres par exemple. Donc ça veut dire que quand on prend le départ d'un ultra, on est obligé de faire des choix sur la base de choses que l'on ne connaît pas. Donc pour moi, l'ultra, c'est entre le sport aventure, ce que j'ai connu en expédition, là pour le coup il y a énormément de paramètres aléatoires, et le sport de haut niveau. On est vraiment entre les deux parce que justement la discipline est récente et que quand on part sur un ultra, on se pose la question de savoir comment le corps réagit après 14 heures de course lorsqu'il y a une amplitude thermique très forte. On n'a pas de recherche sur le sujet. Est-ce qu'il faut s'alimenter plus ou moins en amont, avant cette modification de température, puisque la température chute d'un coup drastiquement en 1 heure. Enfin, il y a tout un tas de questions. Les questions, on pourrait les lister. Il y en a une centaine, même plus que ça. Donc on prend des décisions, on essaye, on se plante, mais ça veut dire qu'on réessaye la fois d'après et on change du coup, on modifie son choix. Mais comme on peut pas courir des ultras toutes les semaines, parfois il faut attendre 1 année avant de modifier sa trajectoire, son plan. Donc ton apprentissage, il est obligé nécessairement d'être un petit peu plus lent parce il que est très long. Il est très long. Donc ça, c'est la première raison. Après, on est sur une discipline qui est très longue. Il s'agit de courir 24 heures. Donc on ne peut pas adapter son corps à tous les paramètres que l'on rencontre en course. Je donne un exemple. On doit s'alimenter en course. Sauf que quand je cours 5 heures ou 6 heures en entraînement, je n'ai aucune difficulté à m'alimenter. Donc je vais prendre mes glucides toutes les 25 minutes ou toutes les 30 minutes ou toutes les 35 minutes en fonction de l'allure. Et ça passe très bien. En course, au bout de 12 heures, 14 heures ou 16 heures, en fonction des conditions météo, en fonction de l'allure, en fonction de tout un tas de paramètres, bien souvent ça ne passe plus. Mais je ne peux pas adapter mon corps, et en particulier mon système digestif, à absorber autant de glucides, parce que dans la vie quotidienne, je peux pas le faire parce que je fais pas un effort physique qui justifie cet apport glucidique, et je ne vais pas courir 14 heures en entraînement d'une course ultra. Donc en fait, je me retrouve dans une situation où le sport de haut niveau impose une adaptation à la fonction. Donc là, en l'occurrence, c'est adapter ses jambes principalement à courir longtemps. Là, j'ai pas de souci sur ça. Mais par contre, il faudrait normalement, dans l'idéal, que j'adapte aussi mon système digestif à absorber des glucides qui correspondent à la dépense énergétique. Parce que le corps peut très bien avoir besoin de glucides, mais pour autant, le système digestif le rejette. Et là, donc, il faut une adaptation, comme pour tout, hein. Si j'arrive à courir aujourd'hui plus de 250 km en 24 heures, c'est parce que j'ai adapté mon corps. Il faudrait aussi une adaptation du système digestif, mais on peut pas adapter son corps à cela parce que l'entraînement ne le permet pas. Ensuite, on passe déjà beaucoup d'heures à courir. Il faut savoir qu'un marathonien olympique court en général plus de 200 km en prépa spé. Donc pour nous, pour courir 24 heures, forcément, si on a envie de viser une très haute performance, en ce moment je prépare une tentative de record du monde dans ma discipline, ça veut dire plus de 300 km en spé. Donc ça veut dire 300 km en prépa spé, par semaine. C'est bien ça. Voilà, donc ça c'est juste ce que pour qu'on visualise. Ouais, alors c'est pas ce que je fais en ce moment, mais c'est en prépa spé pour justement ce type d'objectif, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que quand tu fais ça, t'as plus le temps pour faire suffisamment de gainage, t'as plus le temps pour faire tout le renfort que tu dois faire. Donc ça veut dire qu'en course, au bout d'un certain nombre d'heures, tu peux avoir des muscles stabilisateurs qui cèdent. Il faut savoir que quand on court très longtemps, les muscles locomoteurs, donc les jambes, sont préparés, mais certains muscles, notamment du haut du corps, qui ne seraient pas assez renforcés, peuvent avoir tendance à céder, et donc c'est pour ça qu'on peut soit pencher, soit avoir ce type de manifestations qui sont tout à fait logiques. C'est pas bizarre, ça peut paraître bizarre d'extérieur, mais c'est totalement logique, c'est lié à l'adaptation. Mais on a tellement d'heures de running que au-delà de l'aspect digestif où là c'est compliqué parce que on se retrouve pas dans la situation de pouvoir adapter le corps, on a aussi des choses où on
pourrait adapter le corps, en l'occurrence le gainage ou autre, mais on n'a juste pas le temps en fait. Donc ça c'est une autre raison. Parce que 300 km par semaine, pour que je visualise, ça veut dire combien d'heures de course dans la semaine? Ça veut dire 25 heures. Il faut savoir que pour un 100 bornes, on fait à peu près 18 heures pour préparer un 100 bornes. Le marathon, c'est à peu près dans les 15-16 pour un marathonien olympique. Pour l'ultra, c'est 25 heures. Donc c'est 25 heures par semaine, t'es quand même obligé à un moment donné de dormir, de manger, d'avoir... Il y a la récupération en fait. Voilà, et de récupérer, de t'étirer certainement aussi peut-être. Alors complètement. Et alors ça c'est tout à fait lié aussi à l'âge qui avance. C'est-à-dire que une des choses dont je suis convaincue, c'est qu'on peut performer mieux avec l'âge qui avance. Contrairement à une idée reçue qui serait qu'on ne sur les sports d'endurance, tu veux dire, ou de manière générale? De manière générale. D'accord. Alors il y a des exceptions. Le sprint est une exception clairement, parce que le muscle n'est pas fait, je pense, pour sprinter. Passer un certain âge, il y a des vitesses qu'on pourra plus atteindre. Puis il y a une problématique de réactivité, etc. Mais je pense qu'en endurance et dans pas mal de sports, on peut continuer avec l'âge. Le problème, c'est que beaucoup de sportifs arrêtent pour la bonne et simple raison qu'ils ont commencé jeunes. À 25 ans, ils atteignent une certaine performance avec un certain nombre d'heures de sport, des étirements, une vie de discipline, mais voilà, c'est pas non plus une discipline vraiment dantesque. Pour continuer avec l'âge qui avance, il faut encore plus d'étirements, encore plus de massages, une discipline encore plus grande. Un seul écart fait qu'on se blesse. Ça peut être la fracture de fatigue ou la tendinite ou autre. Puis même au niveau alimentation, sommeil, j'imagine que c'est encore plus exigeant. Voilà, il faut dormir beaucoup plus. Donc c'est tellement chronophage que pour atteindre la même performance que l'on atteignait à 25 ans, on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup plus. Donc pour dépasser la performance que l'on atteignait à 25 ans, c'est encore plus. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de sportifs arrêtent. Moi, j'ai pas de moyen de comparaison puisque à 25 ans, je n'étais pas dans le sport de haut niveau et que j'ai accepté en fait que ce soit plus compliqué. Et puis je trouve aussi que c'est une très belle aventure parce qu'en fait, on prend conscience de son corps, on apprend vraiment à bien le connaître. Et je trouve que c'est c'est une aventure que j'ai pas du tout envie d'abandonner en fait. C'est beaucoup de discipline, mais c'est tellement beau en fait de savoir quand on a une douleur, une sensation, de savoir la gérer, de savoir d'où ça vient, d'avoir l'intuition d'eux. En fait, j'adore ça en fait. Donc au-delà de la performance et puis les chronos, ce qui me fait vibrer, c'est ce chemin qui permet de mieux se connaître en fait. Tu disais que tu as commencé finalement pas si jeune par rapport à la moyenne, tu avais autour de 30 ans, c'est ça? Alors, j'ai commencé par le sport aventure. Donc les expéditions, j'avais effectivement 30 ans, même un peu moins. C'est assez atypique parce qu'en général, les sportifs de haut niveau deviennent aventuriers une fois qu'ils ont remporté les médailles ou les compétitions qu'ils voulaient remporter. Presque entre guillemets comme une retraite voilà. sportive. Donc, on le voit dans le trail, on le voit dans la voile, on le voit dans le ski, enfin dans pas mal de sports. Puis on voit des gens qui changent aussi de sport. Jean Galfionne qui était en athlée et qui maintenant est parti qui a ensuite est parti dans la voile. Donc ça c'est une conversion qui est souvent réalisée. Moi j'ai fait complètement l'inverse. Donc je me suis retrouvée dans le sport de haut niveau à 36 ans. Voilà. Ça a été difficile pour toi vis-à-vis de tes amis, de ta famille, du monde alentour qui justement ne faisait pas comme ça? Il y a eu un jugement? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a souvent des incompréhensions, je pense, quand on choisit une voie atypique. Alors je pense pas que ce soit le fait d'avoir fait une conversion entre le sport aventure et le sport de haut niveau, mais c'est tout simplement le sport de haut niveau en soi qui impose en fait beaucoup de discipline, une vie particulière. Donc souvent on peut se sentir un peu seul, tout simplement parce que il y a certaines aventures qu'on peut partager quand on part sur une vie de famille, par exemple quand on fonde une famille, quand on change d'emploi. Ce sont des aventures qui sont plus communément partagées, donc on peut en parler avec les autres. Quand on part en expédition dans les régions polaires, quand on fait du sport de haut niveau qui impose de s'entraîner énormément, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jours fériés, on est dans une forme de quête. Quand on rate une compétition, on ressent une forme de frustration et de tristesse pendant plusieurs semaines parfois, et c'est très difficile pour les autres de comprendre en fait, parce que le sport en France est considéré comme un loisir.
Donc après tout, si tu fais du sport, tu as de la chance en fait. C'est comme ça que cela peut être considéré. Et c'est vrai que de toute façon, quand on choisit une voie atypique, mais ça je l'ai vécu quand je suis partie aussi en expédition, quand j'ai aussi mené des combats dans pas mal d'environnements. Je suis très engagée, que ce soit dans l'athlétisme, je l'ai été aussi dans le monde du droit, je l'ai été quand j'étais étudiante, dans le monde de l'aventure aussi, où il y a beaucoup de stéréotypes. C'est très difficile en tant que féminine d'avoir sa place dans cet univers. Moi, j'ai toujours été très engagée, et c'est vrai que quand on fait ces choix-là, on peut ressentir parfois une forme de solitude, parce qu'on choisit une voie différente, tout simplement. C'est quelque chose dont tu as souffert? Parfois on peut ressentir une forme de solitude qui forcément est un peu pénible, parce que on voudrait être un peu plus compris, mais en même temps j'ai accepté que cette quête de plénitude, de sublime, de beau, cette voie en fait est tout simplement atypique, et que l'atypique finalement il peut isoler parfois. Je crois que c'est ce que disait Kersozon, pour aller vers la liberté, il faut accepter la solitude aussi. Tu sais, j'ai demandé à mes auditeurs, à mon audience, les personnes qui me suivent sur les réseaux, de nous poser des questions pour cet épisode, parce que j'étais curieuse, suite à notre première intervention ensemble, de comprendre justement quels seraient les questionnements qu'ils auraient à ton sujet. Et je pense que l'une des questions qui est le plus revenue, c'est: quelle est ta mission? Quel est le sens de ta démarche? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup le mot de quête au cœur de ce que tu nous dis, une quête presque personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ça avec tes mots? Pourquoi finalement tu cours? Quelle est ta mission quand tu cours? Alors je pense que c'est une forme d'instinct de vie. C'est-à-dire que je suis passionnée par la vie, et du coup j'écoute cette petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, elle m'a dit, quand je réalisais des expéditions et que je marchais sur des kilomètres, que ce soit au Groenland, au Svalbard, en Antarctique, quand j'avais fait 2045 kilomètres en 74 jours, cette petite voix intérieure, elle me disait que j'aimais beaucoup l'endurance, et donc c'est pour ça que je me suis lancée ensuite dans le sport de haut niveau et dans la compétition d'ultra-endurance. En fait, ce sont des choix qui sont atypiques, en dehors de la norme, et c'est la raison pour laquelle on se pose la question de mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait c'est un choix qui est différent et voilà, qui n'est pas du tout dans la norme. En fait, je suis souvent... Et puis je pense aussi que les gens imaginent qu'il y a une souffrance, parce que ça a l'air d'être dur quand même ce que tu fais. Alors c'est sûr qu'on est dans l'effort, mais c'est un effort qui est choisi. C'est sûr que tous les jours, quand on s'envoie des 30 x 400, que le jeudi on remet ça avec des 15 x 1200, qu'on a la sortie longue du dimanche, qu'on fait des bi-quotidiens. Sortie longue du dimanche, c'est combien de kilomètres? Alors ça dépend. Si c'est pour les marathons, on va faire 35-40 kilomètres. Si c'est pour des 100 kilomètres, on va faire 60 kilomètres à l'allure. Et là, pour le coup, quand on est sur du 24 heures, c'est un enchaînement de sorties longues. Donc c'est pas que le dimanche, c'est toute la semaine. On va faire 40 kilomètres un matin, 30 le soir, on va remettre ça le lendemain, etc. Donc c'est encore un type d'entraînement différent. Je t'ai interrompu, mais je voulais juste qu'on réalise déjà un peu le niveau. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'efforts, mais après je trouve que c'est vraiment dans l'effort que on peut espérer trouver la plénitude, en fait. Je pense pas que la plénitude, on la trouve dans la société de confort ou la société de consommation. Je pense que l'instinct de vie, c'est trouver du sens à sa vie, et je pense qu'à partir du moment où il nous a été donné de vivre, autant que la vie a un sens, en fait. Et le sens, je le trouve en écoutant cette petite voix intérieure. Et j'aime bien aller titiller les limites. J'aime bien le concept d'adaptation, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les chercheurs. J'aime bien repousser les limites, comprendre le corps humain. Je pense qu'il y a un désir de connaissance, il y a une passion de la vie, une passion de la découverte. En fait, ce que je ressens aujourd'hui, je l'ai ressenti dans le monde du droit, je l'ai ressenti dans l'exploration géographique, je l'ai ressenti dans les études. Alors c'est vrai que dans le sport de haut niveau, il y a forcément une souffrance parfois, parce que pour adapter son corps, il faut forcément passer par un état de fatigue, parce qu'on fatigue son corps, ensuite on récupère et ensuite on va plus loin. Donc on est obligé dans ce processus de passer par là.
mais c'est pas une fatigue subie comme la fatigue quotidienne liée à la charge mentale, à la charge de travail ou à des objectifs qu'on poursuit mais sans forcément vraiment les avoir voulu. Non, là c'est vraiment un choix de vie et forcément il y a un effort, mais c'est pas tant cette souffrance que l'on recherche, c'est plutôt ce qu'il y a derrière, mais forcément il faut accepter en fait ces moments difficiles pour atteindre ce qu'il y a derrière. Ça apporte beaucoup en fait, ça apporte énormément. Enfin moi je ressens une forme de plénitude, quelque chose qui me remplit et que je ne pourrais pas avoir autrement. Donc je pense que c'est un instinct de vie. Alors après on me pose souvent la question, et je crois qu'on en avait parlé lors du premier podcast, l'instinct de vie, est-ce qu'il est vraiment lié à un accident ou quelque chose de dramatique que l'on aurait vécu qui fait que du coup on part vers des projets complètement fous, parce que souvent on me pose cette question-là. Ouais. En fait non, je n'ai pas vécu j'ai vécu des accidents, mais je les ai vécus assez récemment. J'étais déjà engagée dans ce type de projet. Je crois que l'instinct de vie, je l'ai toujours eu en moi. Pour moi, c'est le pendant de l'instinct de survie. C'est qu'à partir du moment où la vie doit être vécue, autant qu'elle ait un sens. Et je pense au final que tout le monde est capable de cet instinct de vie, mais que parfois, peut-être, la société de confort nous endort, en fait. Et c'est peut-être pour ça que la question nous est posée en tant que sportif de haut niveau ou explorateur, du pourquoi. Mais pourquoi pas? Une autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que tu peux nous parler des renoncements, notamment dans ta vie personnelle, que cette vocation t'a imposé? Alors je crois, il y a quelque chose dont je suis vraiment convaincue, c'est que la conciliation de tout n'est pas possible en fait. Surtout que moi ma devise c'est ce que tu fais, fais le bien. Donc autant dire que... on voit que tu le fais d'ailleurs. Je pense que tu es un peu pareil. C'est qu'en fait, je suis vraiment à fond. Ouais. Quand j'écris un livre, je peux passer des jours sur une seule phrase. Et d'ailleurs, ça se voit parce que honnêtement, je trouve que t'as une très belle plume et je dis pas ça très souvent. Tu sais, moi, je suis littéraire de formation, je suis assez exigeante et voire même pénible, on va dire, avec des personnes sur leur écriture. Et vraiment, je tiens à alors féliciter, c'est présomptueux, mais si tu veux, je suis impressionnée, franchement, par la qualité de ta plume. C'est gentil, merci. Ouais. Et ce qui est étonnant, parce que on se dirait, t'es sportif de haut niveau, tu vois, t'es pas normalement censé écrire des beaux livres. Voilà. Alors après, c'est vrai que dans tout ce que je fais, j'aime bien le faire bien, et je rencontre cette difficulté que tu dois rencontrer aussi au quotidien, que parfois on est obligé certaines choses de faire un petit peu moins bien que son niveau d'exigence, parce que la vie veut qu'à un moment donné, il faut que les choses avancent, et donc ça correspond pas forcément à notre désir initial, mais il faut l'accepter. Mais de manière générale, j'essaye de faire en sorte de faire bien ce que je fais. Et ça, je l'ai en moi depuis toute petite. Quand j'étais petite, j'étais sportive autodidacte. Jamais personne ne m'a détectée ou aiguillée vers le sport. Et moi, j'adorais en fait répéter toutes les figures de gymnastique que je voyais à la télévision. Et je le faisais jusqu'à ce que ce soit parfait pour moi. Donc quand je pensais que je pouvais encore progresser, je continuais. Et ça, c'est vrai aujourd'hui aussi. Et c'est vrai que quand j'écris un livre, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à sortir le 4e, parce que je suis très prise par le sport de haut niveau et puis mes autres engagements et puis les missions en entreprise. C'est vrai que quand j'écris un livre, je travaille très longtemps sur chacune des phrases. Et alors c'est rigolo parce que je me suis lancée récemment sur Instagram. Et puis souvent voilà les petites vidéos, il faut fignoler. Ça généralement ça me va jamais. Et puis on me dit mais en fait mais tout le monde s'en fout. Pourquoi tu veux fignoler? En fait je m'en fiche de ce que pense le follower. Moi j'ai juste envie que ce soit bien selon ma propre vision des choses, même si personne ne devait le voir en fait. C'est-à-dire que je préfère un livre qui serait moins vendu mais qui serait vraiment parfait tel que je l'imagine, que le best-seller avec plein de fautes d'orthographe et des chapitres qui correspondent pas du tout à ce que je pense ou qui sont pas écrits comme vraiment je le vois les choses. Donc à partir du moment où on a cet état d'esprit-là, je crois que tout concilier en même temps n'est pas possible. Donc je vis avec des moments de vie.
Et donc voilà, quand j'étais dans l'univers des expéditions, je n'étais pas dans celui du sport de haut niveau. Aujourd'hui, je laisse de côté les expéditions. T'acceptes de réellement faire des choix et c'est conscient de ta part. Ouais. Tu te dis, je vais aller dans cette direction. Ouais, parce que je veux vraiment faire les choses bien. Donc, je n'ai pas d'enfant. J'ai un conjoint donc que j'ai rencontré à HEC et on partage ensemble les aventures, les expéditions. Puis il me suit dans le sport de haut niveau parce que lui adore tous les aspects de coaching. Donc, on est vraiment très complémentaires. J'ai renoncé à la vie en entreprise. Donc aujourd'hui, je suis indépendante. Et puis après voilà, je renonce à beaucoup de choses au quotidien, c'est-à-dire que quand on me propose un brunch le dimanche, bah c'est le jour des sorties longues. Je suis souvent en déplacement parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à vivre à Paris avec les entraînements. Je m'entraîne souvent à l'INSEP, mais c'est très loin de chez moi, c'est à 1h10 aller, 1h10 retour. Donc quand je peux, je pars au Portugal ou en Espagne ou bien à Font-Romeu en altitude. Donc voilà, ça impose oui pas mal de choix. Ça fait plusieurs années, mais ça va faire peur aux auditeurs, mais ça fait plusieurs années que j'ai pas pris de vacances ou voilà. Est-ce que tu prends des week-ends de temps en temps quand même? Rassure-nous. En fait, c'est pas des week-ends, c'est-à-dire que nous on n'appelle pas ça comme ça, c'est plus après des compétitions, des moments de récupération. D'accord. Mais comme je suis sur pas mal de projets, en général après les compétitions, il faut aussi rattraper ce que j'ai pas pu faire pendant les gros entraînements. Donc que ce soit pour mes activités en entreprise, que ce soit pour l'administratif, que ce soit pour enfin voilà, il y a aussi toute la vie qu'il faut organiser. Et donc parfois, j'aimerais vraiment récupérer après les compétitions, mais je me retrouve à devoir gérer des choses que j'ai pas pu gérer avant en fait, qui sont liées aussi au déplacement, parce que quand on laisse forcément enfin voilà, il faut gérer beaucoup de choses quand on part longtemps en fait. Mais tu vois, la question que j'avais pour toi, c'est, et je me la pose pour moi-même, est-ce que finalement ce sont de réels sacrifices si jamais ils sont assumés? C'est-à-dire qu'on comprend bien que tu as fait des choix forts, le fait de pas avoir d'enfants, le fait de pas prendre de week-end, enfin il y a beaucoup de choix forts que tu as fait, mais qui sont au service de ta passion et de ta rage de vivre. Donc la question peut-être qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont des choix qui te font souffrir, ou est-ce que ce sont des choix finalement que tu assumes et qui te plaisent? Parce que je pense que dans l'idée de sacrifice et de renoncement, tu vois, il y a l'idée de se dire je fais un choix, mais en fait d'une certaine manière j'en souffre un peu en même temps. Ouais, alors moi j'en souffre pas du tout en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment à l'aise avec le fait qu'on peut pas tout faire. Parfois il y a des frustrations, par exemple le fait de pas pouvoir avancer sur mon 4e ouvrage, le fait de laisser en ce moment de côté les expéditions, le fait de pas pouvoir intervenir plus en entreprise alors que j'aime vraiment mon activité. C'est vrai que des fois il y a une forme de frustration, mais c'est pas une souffrance vraiment. Enfin c'est pas une souffrance. C'est plus de la frustration parfois de pas. Enfin voilà, je préférerais avoir des journées de 48 heures et pouvoir mettre plus de choses parce que comme je suis passionnée, j'aimerais bien pouvoir mettre plus de ce qui me passionne, mais après non, pas de, enfin oui effectivement je pense pas que ce soit des sacrifices. Je sais même pas finalement est-ce que ça existe quand vraiment on va vers ce qui nous fait vibrer. Est-ce que ça existe les sacrifices? Est-ce que c'est même pas plutôt les non-choix ou le fait d'essayer de tout faire en même temps qui fait souffrir, tu vois? Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des injonctions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on montre en fait des parcours qui soi-disant concilient tout. Ce sont des injonctions qui sont faites aux femmes et qui rendent beaucoup d'entre elles très malheureuses en fait, parce que bien souvent ce sont des on sait même pas si c'est vraiment vrai en fait, c'est-à-dire que il y a aussi peut-être beaucoup de délégations, mais du coup ça peut rendre beaucoup de femmes malheureuses qui ont l'impression ne pas être à la hauteur en fait. Donc moi ce que je dis souvent c'est non en fait, enfin en tout cas pour ma part il y a eu beaucoup de résultats, mais c'était sur des moments différents et en fait j'avoue je peux pas tout concilier et clairement enfin je fais pas beaucoup de choses dans une journée, enfin je peux pas. En tout cas, tu peux pas, c'est impossible de tout concilier à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut faire pas mal de choses en même temps, mais tu es obligé de baisser le niveau de qualité. C'est ça. Ouais. Et alors là, on revient un peu sur la question de l'ultra dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu comme le décathlon, c'est-à-dire que comme c'est une discipline qui comporte
tout plein de paramètres. Alors quand on parle de l'ultra trail, c'est encore pire parce que on a tout le matériel, faut apprendre à courir avec une frontale la nuit en fonction se repérer en plus, non? En fonction du lieu, c'est pas le même type de frontale que tu vas utiliser. Parfois tu mets juste une frontale, parfois frontale pectorale. T'as ton sac à gérer, t'as le poids à gérer, le type de chaussures, c'est pas le même type de chaussures en fonction du lieu que tu parcours. Tu dois t'entraîner à courir dans les marécages, dans les champs, les pieds dans l'eau parfois. Quand j'ai gagné l'ultramarin, c'était le cas. Donc t'as tellement de paramètres qu'en fait, tu es obligé, et c'est ça qui n'a pas été évident pour moi quand j'ai fait du trail, c'est d'accepter de ne pas être à 100%, comme par exemple sur marathon ou sur 800 mètres, où tu vas pouvoir vraiment pousser le curseur à 100. Sur ultra trail, il y a tellement de paramètres que c'est un peu comme le décathlon, je pense que tu peux les pousser à 80, mais tu peux pas les pousser à 100 par manque de temps, tout simplement. Et peut-être t'es obligé de garder une réserve parce que si jamais il y a un pépin ou quelque chose, non? Pendant la course? Oui. Ouais, aussi, ouais. Donc du coup c'est pour ça que je dis que c'est souvent un peu plus entre l'aventure et le sport de haut niveau que vraiment du sport de haut niveau où il y a une maîtrise, où l'objectif c'est vraiment d'être à 100 en fait. En fait, le sportif de haut niveau c'est ça, son objectif c'est vraiment d'être à 100. C'est pour ça que la conciliation de tout quand on a une activité dans laquelle l'objectif c'est d'être à 100%, je pense que c'est pas possible en fait. Tu te vois partir à la retraite un jour de cette passion? Alors oui, c'est-à-dire que quand j'aurai atteint ce que je souhaite atteindre, quand j'aurai vu tout ce que je voulais voir, répondu à toutes les questions que je me suis posées, je partirai vers autre chose. Et il y a d'autres choses déjà qui me passionnent, enfin qui me donnent envie. Je pense notamment au théâtre. J'aimerais vraiment beaucoup monter sur scène. Je le fais déjà dans le milieu de l'événementiel, mais j'aimerais le faire de manière encore différente. Peut-être l'entrepreneuriat aussi, pourquoi pas. Enfin, il y a tellement de choses enfin, j'ai pas du tout peur en fait de la fin parce que en fait c'est la vie que j'aime. C'est-à-dire que là, elle se matérialise cette passion dans cette activité, mais elle pourrait se matérialiser dans n'importe quelle autre activité. Mais par contre, j'aime bien quand même le rapport au corps. C'est-à-dire, je pense quand même que dans mes prochaines activités, j'accorderai quand même beaucoup d'importance au corps parce que ça, je pense que c'est difficile de s'en passer à partir du moment où on l'a vécu. Je pense que j'aurais du mal à revenir en arrière, à vrai dire, sur ce sujet. Une autre question que je voulais te poser, c'est sur la médiatisation. Tu m'as dit, avant qu'on lance cette interview, une phrase assez rigolote, tu m'as dit, la médiatisation, je m'en fous. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire, enfin, pourquoi tu t'en fous d'ailleurs? Du coup, pourquoi t'es sur Instagram, si je te chafouine un petit peu? Parce que bon, on peut se dire, finalement, pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Est-ce pour être connue? Non, la médiatisation, c'est vrai que je m'en fiche, sinon j'irais vers des courses comme l'UTMB ou des courses qui sont beaucoup plus médiatisées ou alors des sports olympiques. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens aussi parce que c'est difficile pour les autres de comprendre, par exemple, quand un Léo Marchand gagne, la difficulté qu'il rencontre. En fait, je travaille beaucoup sur la charge mentale des sportifs. C'est un sujet qui me passionne et que j'essaye de porter aussi au sein de la commission des athlètes de haut niveau de la Fédération d'athlétisme. En fait, quand un sportif de son envergure gagne et du coup est ultra médiatisé, il rencontre un public de fans, mais il se retrouve confronté du jour au lendemain, alors qu'il était dans sa bulle de préparation, avec une très grande ultra exigence, il se retrouve confronté à un public qui en fait pour beaucoup ne peuvent, enfin, imaginent des choses, mais ne peuvent pas échanger avec lui ou dialoguer ou comprendre finalement le cheminement qu'il a vécu. Tout simplement parce que on ne parle que du résultat, parce que on crée des stars en fait, mais on idéalise un peu leur vie. C'est pas l'effort ou le chemin qui intéresse, c'est plutôt le fait qu'ils sont connus, le fait qu'ils ont une médaille d'or. Donc voilà, c'est ça qui plaît, et c'est ça qui peut faire que suite à ce type de réussite, certains sportifs peuvent très très mal le vivre et ressentir un isolement et une solitude encore plus grande qu'avant, parce qu'ils sortent de leur écosystème où ils sont entourés par des personnes qui vont être ultra exigeantes aussi, souvent un peu HPE, HPI, enfin voilà, c'est des personnes qui sont vraiment dans le détail, etc. Et du jour au lendemain, ils sont livrés au grand public avec parfois une incompréhension en fait. C'est-à-dire qu'on va leur parler de leur médaille, mais finalement sans rien savoir de ce qu'ils ont vécu pour pouvoir avoir cette médaille. Ça, c'est pas forcément évident à vivre. Après, d'un point de vue financier,
moi j'ai des activités par ailleurs, donc je cherche pas en fait le contrat équipementier qui nécessite la médiatisation, d'autant plus que le contrat équipementier, ce que je trouve compliqué dans le running, c'est que la chaussure par exemple, c'est un outil de performance et moi je suis vraiment dans le détail, donc en fonction de la compétition à laquelle je participe, j'utilise pas la même chaussure. Les chaussures évoluent, on a des chaussures carbone aujourd'hui, chaque année elles évoluent, elles changent, donc une année on va aller vers une marque, une autre année vers une autre. Je trouve que c'est un outil de performance. Le problème du contrat équipementier, c'est que du coup on est obligé de choisir d'utiliser la chaussure en question, et donc c'est peut-être un renoncement un peu à une performance. Donc voilà, donc c'est pour ça que la médiatisation va pas m'apporter de ce point de vue-là. Après sur Instagram, j'ai attendu en fait longtemps, je viens juste de me lancer. Avant, j'étais sur LinkedIn. Je sais, j'ai reçu ton mail à ce sujet. J'étais sur LinkedIn avant. J'avais été nommée Top Voice sur LinkedIn et j'aime beaucoup partager sur les mindsets, l'état d'esprit, etc. Et tu le fais très bien d'ailleurs. Et donc en fait sur Instagram, mon objectif c'était de partager aussi plutôt sur la prépa physique. Et je fais souvent des run and talk, c'est-à-dire que je cours et en même temps, tout en courant, sur 2 minutes, je vais parler d'un sujet, par exemple la conciliation vie professionnelle, vie de sportif de haut niveau, les moments de doute, est-ce que j'ai toujours envie d'aller courir ou est-ce que des fois j'ai pas envie d'y aller, enfin voilà, donc plein de sujets, comment on prépare un ultra, est-ce que l'âge est un facteur d'amélioration de la performance ou non, comment durer, bon, voilà, des petits sujets qui intéressent plutôt une communauté de sportifs, donc là on n'est pas vraiment sur le même type de thématique que sur LinkedIn, et j'ai attendu en fait d'avoir suffisamment d'expérience, donc j'ai beaucoup échangé avec les chercheurs, j'ai beaucoup travaillé avec les chercheurs, avec beaucoup de préparateurs physiques aussi, donc je pense aux préparateurs qui sont au CNEA à Font-Romeu, certains sont partis maintenant à l'Institut de Montréal, je pense aux préparateurs et aux chercheurs de l'INSEP aussi. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde durant mon parcours au Stade Français aussi, puisque je m'entraîne avec un groupe de sprint. Et j'ai attendu finalement d'avoir toute cette expertise, et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et c'est du temps pendant toutes ces dernières années, depuis les années 2020-2021, où je n'étais pas trop dans les médias, beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai passé aussi beaucoup de temps à travailler sur tous ces sujets. En fait. Voilà. Et en fait, j'avais envie mon envie en fait, c'est de témoigner. C'est-à-dire que je me dis bon, si demain tu disparais, j'ai pas envie que tout ce que j'ai appris soit perdu. Donc j'ai vraiment envie de témoigner. Sauf que les livres me prennent beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps il me faut du temps pour les sortir. Donc pour témoigner plus vite, c'est vrai que LinkedIn ou Instagram sont des bons outils. Après, c'est vrai qu'en me lançant sur Instagram, pour avoir échangé avec beaucoup de jeunes, j'ai remarqué qu'ils étaient surtout intéressés par le follower. Et ce que j'ai trouvé surprenant en fait sur cette plateforme, parce que je la connaissais pas du tout, c'est que autant sur LinkedIn, je suis en contact avec les gens, c'est-à-dire que les gens avec qui je suis en relation, je les connais. Je les ai rencontrés sur des événements, dans des conférences ou tout au long de ma carrière, parce qu'il y a eu des années où j'ai passé vraiment beaucoup de temps à avoir des contacts comme on l'a aujourd'hui. Et en fait, sur Instagram, c'est beaucoup plus virtuel, c'est-à-dire que si la plateforme disparaît, en fait, on n'a plus aucun contact, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un réseau au sens, c'est vrai qu'à notre époque, physique. Voilà, le réseau, c'est vraiment, on le voit dans l'entrepreneuriat, c'est aller rencontrer les gens, c'est participer à des événements, c'est participer à des soirées, c'est faire des dîners, c'est faire des déjeuners. Et c'est vrai que les jeunes, en tout cas dans le sport, je sais pas comment cela se passe dans les autres environnements, mais dans le sport, ils sont beaucoup plus sur Instagram et ils développent le réseau par le follower, mais ils ne font pas de rencontres en fait physiques. Et c'est surprenant. Ouais, assez peu, effectivement. Je pense que c'est bon. Alors après, il y en a qui le font, hein, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des groupes de run, etc. Mais effectivement, c'est pas l'objet premier, puisque l'objet premier, en réalité, enfin, moi, ma conviction, c'est qu'Instagram est un peu en train de remplacer la télévision, quoi, tout simplement. Oui, mais c'est un média, en fait. C'est-à-dire que chacun a son média, effectivement. Et donc, on a vraiment les créateurs de contenu. Et puis ensuite, on a les personnes comme nous qui sont dans la vraie vie, qui ont des activités, mais qui essayent de les partager. Donc, on a ces deux types de profils. On a certains qui sont un peu entre les deux. Et d'ailleurs, l'un des sujets, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur la question des choix, je suis désolée, je t'ai interrompu, mais c'est que bien souvent, les gens qui performent sur les réseaux sociaux sont des gens qui sont à temps plein dessus, puisque justement, ils ont fait le choix, comme tu dis, d'être un média. Et c'est difficile de faire les deux, d'avoir une activité aussi prenante que la tienne ou que la mienne,
et en même temps être sur les réseaux sociaux. Alors, dans le sport, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que certains sportifs étaient sportifs de haut niveau ou sportifs de très bon niveau et ont fait le choix ensuite de devenir créateurs de contenu. Aujourd'hui, ils ont plus de difficultés, évidemment, à performer en course. Et après, il y a aussi le cas de figure du créateur de contenu qui participe à des courses ou qui s'entretient, évidemment, en allant souvent en salle, mais qui ne pousse pas à l'adaptation comme le fait le sportif de haut niveau. Donc, on est aujourd'hui en train de basculer, à mon sens, en tout cas dans le running, dans un sport entertainment, forcément au détriment du très haut niveau. C'est pour ça qu'à mon sens, certes, les chaussures carbone ou le Strava ou le fait que de plus en plus de gens sont intéressés par le running fait qu'il y a beaucoup plus de densité avec des très très bons chronos. Mais je pense que le très très haut niveau, il est probable qu'on ait du mal à aller chercher plus loin en termes de performance. Je pense notamment aux performances sur marathon ou sur 10 km ou autre, parce que justement les réseaux sociaux sont tellement chronophages que ça va être difficile d'aller chercher la très grosse performance dans ces disciplines et en même temps de passer du temps sur les réseaux. Donc attention à ne pas passer trop de temps dessus, Stéphanie. Voilà. Non mais là j'en suis c'est loin. Une autre question que mon audience m'a posée pour toi, alors tu vas voir, elle est un peu étonnante mais finalement intéressante. Comment est-ce qu'on gagne sa vie quand on est sportif de haut niveau dans une discipline qui en plus n'est pas une discipline normée, habituelle comme l'ultra? C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui, si je me trompe pas, une discipline olympique. Alors, ce n'est pas une discipline olympique. Par contre, c'est une discipline qui est très pratiquée. Quand j'interviens en entreprise, j'ai souvent beaucoup de questions autour du running. Et dans les salles dans lesquelles j'interviens, en général, on a toujours des personnes qui font de l'ultra. Par contre, il est rare de rencontrer des personnes qui font de la perche ou du lancer de poids ou autre. Donc parfois, on peut avoir des disciplines qui sont olympiques, mais finalement qui sont des sports de niche, et au contraire des sports qui ne sont pas olympiques, et c'est le cas de l'ultrafond, mais qui en fait sont très pratiqués. Aujourd'hui, avec l'essor du running, on a en plus l'essor de l'ultra. Pourquoi ? Parce que l'ultra permet la déconnexion, c'est-à-dire qu'on part sur de nombreuses heures, donc on part sans son téléphone, et je pense qu'on devient addict à ce type de situation parce que en fait on a tellement d'informations dans la vie quotidienne que ça nous fatigue quelque part, ça crée une charge mentale. Et donc quand on part pendant de longues heures, que l'on court pendant de longues heures, que ce soit l'entraînement ou le jour de la compétition, on se rend compte que c'est finalement très agréable d'être déconnecté, de ne pas avoir vu un seul message pendant 5 heures, pendant 10 heures parfois. On se dit mais waouh, mais en fait ça me fait du bien en fait. Il y a aussi un contact avec la nature, je pense à l'ultra trail. Je pense que l'être humain est endurant avant tout, c'est-à-dire qu'on a voulu essayer d'être rapide avec le sprint, mais certains animaux seront toujours plus rapides que nous. Un ours polaire il court à 50 km/h. L'être humain, sa force c'est l'endurance. C'est vrai physiquement, c'est vrai dans la vie aussi. On est quand même endurant, on a une forme de résilience. Donc je pense que l'être humain a tendance à revenir vers cette nature-là. Donc l'ultra n'est pas si confidentiel que ça. Après, le sport de haut niveau, il faut savoir que le running de manière générale, que ce soit l'ultra, que ce soit le marathon, le 10 km, l'athlétisme est amateur. Clairement. Pourquoi ? Parce que voilà, on a un développement, que ce soit au sein de la fédération, la façon dont cela a été construit en France, c'est un sport amateur par rapport au rugby, par rapport au foot, par rapport à d'autres sports. Donc en fait, chacun se débrouille. C'est-à-dire que certains ont des activités qui n'ont rien à voir avec le running, et donc ils l'exercent à temps partiel. D'autres ont des contrats avec la gendarmerie ou des contrats avec des ministères. D'autres sont dans des pôles France depuis longtemps et donc font partie d'un cercle très fermé au sein de la fédération et sont aidés par la fédération, mais c'est pas forcément ceux qui performent le plus. C'est plus un cercle et on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Après il y a des personnes et c'est mon cas. Moi j'ai toujours été indépendante dans le sens où avant le sport de haut niveau j'étais sportive aventurière. C'est-à-dire, quand on fait de l'aventure, on va lever des fonds auprès des entreprises, on développe cette capacité d'indépendance. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui dans le sport de haut niveau et je pense que ça m'aide beaucoup. C'est que moi je continue à avoir mes activités, elles ont un lien en partie avec le running parce que je
puise beaucoup d'informations dans les expériences que je vis dans le running pour partager auprès du grand public. Donc je donne des conférences, je donne des formations en entreprise, et c'est ça qui me permet aussi de financer mes stages, de financer mes équipements. Après c'est précaire, hein, c'est pas évidemment la vie d'avocat que je pouvais avoir avant. Donc t'as fait quand même un gros renoncement financier. Ah oui, non mais clairement, enfin c'est logique, oui. Non mais bon, c'est important de le dire. Non mais clairement, parce que tu vois, on peut se dire, elle est sportive de haut niveau, elle gagne super bien sa vie. Non, j'ai pas du tout de, j'ai pas de compte d'épargne ou autre. Enfin, c'est-à-dire que vraiment l'argent est dépensé au quotidien, l'argent gagné est tout de suite dépensé dans les projets de l'année qui suit. Mais après, c'est aussi ma confiance en ma capacité à pouvoir trouver des solutions qui fait que du coup j'accepte cette situation. C'est-à-dire que autant je me suis lancée dans des gros projets en essayant de le faire malgré les freins, malgré les peurs, malgré la norme. C'est un peu la même chose d'un point de vue financier, c'est-à-dire que si j'avais écouté la norme ou si j'écoutais cette peur, je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui en fait. Donc il y a clairement des prises de risques. Mais comme je le vis ailleurs, en fait, c'est-à-dire que mon rapport à l'argent, c'est le même que celui que j'ai dans les projets d'aventure ou dans le sport de haut niveau. Enfin, et c'est clairement atypique, je pense. Avant qu'on passe à mon crible, je voulais aussi te poser une dernière question. C'est sur la préparation mentale. Là, c'est aussi quelque chose que alors on pourrait en parler, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast entier dessus, mais ça avait marqué beaucoup de personnes quand on avait fait notre premier épisode ensemble, quand tu avais parlé de visualisation. Est-ce que tu peux me parler aujourd'hui, dans les grandes lignes, de tes routines, ou en tout cas on va dire de ta préparation mentale? Comment est-ce que tu fais pour préparer une course? Comment est-ce que tu fais au quotidien? Peut-être aussi pour limiter cette fameuse charge mentale dont tu parles. Et peut-être qu'il y aura des conseils d'ailleurs pour l'audience qui pourront appliquer d'ailleurs à d'autres choses à mon avis que dans la course. Alors déjà, je pense qu'il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que quand on est dans l'activité physique, quand on a conscience de son corps, quand on fait attention à son alimentation, faire en sorte qu'elle soit riche en micronutriments, en oligo-éléments, en vitamines, en minéraux, quand on dort suffisamment, on a beaucoup plus d'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. C'est absolument indéniable. C'est-à-dire, c'est pas juste une mode, c'est pas juste des phrases qu'on peut lire dans des magazines féminins. Ça a vraiment un effet. Après les courses, par exemple, il m'arrive parfois de manger plus, de manger plus de gluten ou des choses que je ne mangerais pas avant une compétition. Et je sens vraiment que ça crée des fluctuations d'humeur. Ça crée des troubles de la concentration, je me sens moins bien, alors que quand je suis en pré-compétition et que l'alimentation est beaucoup plus qualitative, forcément je me sens au top, je lutte beaucoup plus facilement contre les virus, j'ai plus d'énergie, et je pense que le mental il est clairement lié au corps. Déjà, c'est vraiment la première chose. Avant de penser au mindset et à tous les petits tips qu'on peut mettre en place, c'est prendre soin de son corps. Hyper intéressant, merci de le dire. Tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu t'appliques à toi-même pour qu'on comprenne concrètement ce que ça signifie en termes de sommeil, combien de temps tu dors par nuit, alimentation, ça veut dire quoi en fait cette alimentation qualitative? Ce que ça veut dire, c'est en termes de sommeil, ça veut dire essayer, dans la mesure du possible, de se coucher toujours à la même heure. D'accord. De façon à ce que le corps il comprenne que là il doit dormir en fait. Par exemple, tu te couches à quelle heure? Alors pour moi c'est à 22h30, 23h. D'accord. Parce que si on change nos horaires, le risque c'est que la nuit d'après on puisse pas dormir en fait. Et le matin le réveil va sonner, on n'aura pas suffisamment de sommeil. Ensuite il y a des moments quand on fait des très très grosses séances très intenses, il faut forcément qu'il y ait une récupération après. Ça, je le faisais pas il y a quelques années. Aujourd'hui, j'essaye de dormir une demi-heure après des très grosses séances. C'est comme une sieste, en fait. Ouais. Et ça, aujourd'hui, le sportif de haut niveau le met en place de manière quasi systématique. Je ne le faisais pas il y a quelques années. C'est vrai que ça change complètement les choses. D'accord. C'est-à-dire que sans ça, il y a la blessure. Avec ça, il y a pas la blessure. Donc, et alors quand on est blessé en tant que sportif de haut niveau, on sait tout de suite d'où ça vient. On sait que le jour que l'on a fait une erreur, on le sait.
C'est ok. En fait, ça venait de cette situation-là où parfois on a une charge de travail trop forte, donc on respecte pas le nombre d'heures de sommeil. Parfois, on a une alimentation qui est trop acide, ou bien à base de gluten beaucoup trop. Enfin, il va manquer aussi des oligo-éléments. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses. Je participe notamment. J'allais dire en alimentation, j'imagine qu'il y a énormément de consignes spécifiques et puis qui doivent être adaptées à toi et donc pas pour tout le monde forcément. Mais est-ce que tu aurais quand même quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire en fait avoir une bonne alimentation pour toi? Alors, en ce moment, je participe à un protocole de recherche avec 19 sportifs de haut niveau qui a été mis en place par mon nutritionniste. Donc, il y a d'autres sportifs de haut niveau à mes côtés. Moi, je représente l'athlétisme. Il y a aussi Thibaut Collet qui représente l'athlétisme. Et ensuite, on a des Pauline Ferrand-Prévot, David Gaudu qui sont dans le protocole. On a fait un suivi biologique. Ça, c'est obligatoire pour tous les sportifs de haut niveau. On a fait un état du microbiote et on a fait un test ADN. On s'est rendu compte que parfois, dans notre ADN, c'est-à-dire c'est vraiment notre singularité, montre qu'on a du mal à absorber du magnésium ou telle vitamine, B6 ou B9 ou autre. En fait, les personnes qui vont avoir cette difficulté à absorber le magnésium, par exemple, elles ont beau manger beaucoup d'aliments à base de magnésium, elles seront toujours en carence. Donc, elles auront des vertiges, des migraines, etc. Et elles vont chercher toute leur vie la raison de ces migraines-là. On va leur dire ok, mais tu manges suffisamment de magnésium, il y a pas de souci. Mais non, en fait, elles auraient besoin de s'alimenter encore plus qu'une autre personne, tout simplement parce que on parle de régime standardisé, alors qu'un régime ne peut pas être standardisé. Un régime doit être vraiment réalisé sur mesure, en fonction de son ADN, en fonction de son activité. C'est-à-dire quelqu'un qui fait 200 km semaine n'a pas la même alimentation que quelqu'un qui va être plus sédentaire, et c'est logique. Et il doit dépendre aussi de l'environnement dans lequel on vit. Quand on vit dans le froid, on n'a pas la même alimentation que quand on vit dans le chaud. Mais aujourd'hui, on a tendance à oublier cette singularité. C'est comme pour un sportif de haut niveau. Si on oublie de prendre en compte la singularité, on va droit dans le mur. Et c'est vrai aussi pour la vie humaine. Donc déjà, bien se connaître. Alors, on n'est pas obligé de passer par le test ADN, mais il y a des choses que l'on ressent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les résultats du test ADN... Mais tu le savais au fond de toi, ouais, quasiment. Bah oui, tous les résultats. T'as un exemple d'un truc que tu savais je savais, par exemple, que j'avais des difficultés à absorber la B12. Ça, d'accord. Je le savais. Je savais que les prédispositions pour l'endurance, je savais. Prédispositions pour tous les sports. Quand même, c'est rassurant, des prédispositions pour l'endurance. Ouf. Prédispositions pour tous les sports. J'aurais pu faire d'haltérophilie. Et ça, je le savais. Je le savais aussi. Je savais que, j'ai tout en fait, ça me paraissait logique. Par exemple, j'ai des allergies avec, dans certaines circonstances. Voilà, les allergies étaient indiquées sur ces résultats aussi. Donc j'ai pas eu de surprise en fait. Donc ça t'a permis de mettre des mots finalement sur ce que tu ressentais, mais de le clarifier et d'aller plus dans le détail. En fait, l'objectif de ce protocole, on est toujours en train de de sortir les résultats et il faut le publier dans des revues indexées, etc. Donc il y a un travail de publication et donc il faut du financement, etc. Mais l'objectif, c'est de montrer que les régimes doivent être individualisés et aussi que en fonction de notre mode de vie, on peut faire en sorte que certains gènes s'expriment ou au contraire soient réprimés. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir un gène qui est porteur d'une maladie, mais si on a un mode de vie sain qui va compenser en fait ce gène, donc un mode de vie qui vraiment va compenser ce gène-là, il ne s'exprimera peut-être jamais. Voilà, donc c'est ça. Donc après, en termes d'alimentation, il faut un équilibre acido-basique. C'est d'autant plus vrai pour un sportif parce que l'activité physique et notamment les séances sur piste, elles créent beaucoup d'acidose, d'acidité dans le corps. Donc il faut des aliments qui sont basiques. C'est mieux de manger de la viande blanche. La viande rouge est beaucoup plus agressive. Tout ce qui est bêta-carotène, ça permet une meilleure perméabilité intestinale. C'est important parce que quand on fait un sport avec beaucoup de chocs, on veut éviter les troubles digestifs. Donc pour les éviter, il faut manger beaucoup d'aliments avec des couleurs très fortes comme tomates, carottes. Voilà, c'est ça. Il y a tout plein de petites choses à respecter. Et ça change la vie en fait. La vitamine D, ça permet de lutter contre les virus. C'est pas juste des mots en fait.
Pour moi, je vois la différence, mais des fois, je me fais plaisir après des courses avec du gluten ou autre. Je sais très bien que je vais être un peu plus déprimée, en fait. Je le sais, mais sur vraiment, tu le ressens au niveau psychologique. Ah oui, complètement, sans aucun doute. Sans aucun doute, je sais que c'est ça. Et alors, niveau prep mental, pour revenir à cette question, pour terminer sur ces sujets autour du sport, est-ce que tu peux me donner quelques conseils, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie de commencer à s'intéresser à ces sujets de prep mentale et qui se disent, soit pour du sport, soit même sincèrement pour de la performance aussi intellectuelle, académique ou professionnelle, j'ai envie de réussir à mieux me préparer mentalement. Alors la préparation mentale, en fait, elle concerne pas mal de choses parce que il y a la préparation à la concentration en course. Il y a la préparation relative à l'objectif, est-ce qu'on est vraiment motivé par cet objectif-là. Il y a la gestion du stress, la gestion du sommeil avant course. Il y a tout un tas de choses derrière le mental. Il y a des choses que je réussis bien depuis longtemps, des choses sur lesquelles j'ai plus de mal. La préparation au sommeil, j'ai plus de difficultés avant les courses à gérer le stress et à pouvoir bien dormir. Et la concentration sur des courses ultra-distance, quand on est en dehors de l'ultra-trail, donc quand on est vraiment sur une course sur circuit, c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai encore du travail dans cette voie-là. Par contre, le travail sur l'objectif, en fait, ce que je conseillerais, c'est pour être sûr que l'on fait ce que l'on a envie de faire, c'est de se déconnecter. C'est-à-dire partir parfois plusieurs heures ou plusieurs jours sans réseau, sans connexion, de manière à progressivement sortir de la norme et des injonctions. En fait, moi, ça m'aide beaucoup. Je suis souvent déconnectée. On parlait des réseaux tout à l'heure. Moi, je poste, mais je regarde pas ensuite. En fait, je suis souvent complètement à l'ouest, à vrai dire. Pour dire vraiment les choses, c'est que je suis vraiment dans mon monde et ça m'aide dans le sens où je peux aller vers ce qui me fait vibrer sans me demander si c'est dans la norme ou pas. Et d'ailleurs, bien souvent sur pas mal de sujets, je ne sais pas ce qui est dans la norme en fait, parce que je le vois pas et parce que je suis la trace. La route. Ouais, complètement. Ça, je pense que ça peut vraiment aider pour aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Après, pour se préparer à se lancer dans un gros projet, par exemple un projet entrepreneurial ou un projet sportif, on a parlé, je crois, la dernière fois de la visualisation des obstacles, et ça, je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire que je crois que si j'ai réussi à atteindre certains objectifs ambitieux, c'est parce que j'ai accepté que le chemin soit difficile. Parce que ce que je constate souvent, c'est que des organisations ou des personnes ont des objectifs ambitieux, mais elles n'acceptent pas que ce soit difficile, en fait. Oui. C'est-à-dire que si elles n'ont pas réussi vite, c'est qu'elles n'ont pas eu de chance, que les autres ont plus de chance, ou elles ne mettent pas en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre l'objectif qui les font vibrer. Parce que le chemin, il est compliqué, il est hyper long, en fait. Il est très très long. Et je pense que cette conscience du temps long m'a beaucoup aidée. Donc moi, je me dis que ça va être difficile, en fait. Et je pense que le fait de me le dire en amont me permet de mieux surmonter l'obstacle quand il se présente. Je ne perds pas d'énergie à renoncer à l'obstacle. J'accepte cet obstacle-là et j'utilise toute l'énergie pour le surmonter, trouver des solutions. Après, il y a l'ouverture d'esprit aussi, c'est-à-dire je vais souvent voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres environnements. Je pense qu'il faut vraiment sortir de son environnement, de son propre horizon. Il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir des entrepreneurs dans d'autres domaines. Il faut aller voir des sportifs dans d'autres domaines d'activité. C'est ce que je fais quand je vais voir les sprinteurs. Parce que ils ont une autre foulée. Leur adaptation est différente de la nôtre. Mais peut-être que eux, s'ils font ça de cette façon-là, à un moment donné, en les regardant faire, on va se dire, mais ouais, en fait, j'avais pas pensé, mais en fait, ça, on peut le dupliquer. Ou s'ils ont cette démarche-là, peut-être que nous, ça nous manque, en fait. Il nous manque une étape, en fait. On se pose des questions et se dire aussi que, en fait, ne jamais copier la réussite parce que elle est déjà surannée, en fait. C'est-à-dire que il faut être inspiré, mais ne pas se limiter, en fait. Se dire qu'on peut aller encore plus loin. Et ça me semble important. Je pense que c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'ouverture, une question de curiosité, de remise en cause. Faut vraiment beaucoup de remise en cause. Et ça me semble important, ça aussi.
Je te remercie 1000 fois d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu sais, à la fin de mon podcast, je fais toujours les mêmes questions signature, j'appelle ça mon crible. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler? Ça peut être un échec, ça peut être un moment de doute, un moment particulièrement difficile pour toi, dont tu pourrais nous parler pour qu'on en comprenne aussi ce que tu en as tiré comme enseignement. Je pense notamment à l'année 2021. En février 2021, j'ai été renversée par une trottinette sur Paris. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui je m'entraîne aussi souvent ailleurs, parce que Paris est une ville magnifique que j'aime énormément, c'est une ville de cœur, mais c'est très dur de s'entraîner ici. Donc j'ai été renversée par une trottinette, fracture de la rotule, j'ai été immobilisée pendant plusieurs mois, donc on me disait que jamais je ne pourrais recourir. À cette époque-là, je préparais le record de France. Et j'ai cru en moi, c'est-à-dire que j'avais une intuition que un jour je pourrais courir à nouveau. Donc j'ai accepté ces moments d'immobilisation, j'ai fini l'écriture En mouvement à cette époque-là. Et puis ensuite j'ai eu pas mal de mois de réathlétisation, de rééducation. Et à la suite de ça, en 11 mois, en 2022, j'ai couru 5 courses de 100 km ou d'ultra à niveau international, ce que jamais aucun athlète français n'avait fait. Il faut savoir que quand j'ai eu cette fracture de la rotule, les chirurgiens m'ont dit on va regarder dans les bases s'il existe des athlètes qui ont eu des fractures de la rotule. En fait, les fractures de fatigue, elles existent, mais pas de la rotule, parce que quand on fait une fracture de fatigue, c'est plutôt au métatarse ou c'est pas du tout à cet endroit-là. Donc là, il s'agissait vraiment d'un accident. En fait, on n'avait aucun exemple. Dans le cyclo, oui, mais pas en course à pied. On n'avait aucun exemple de fracture de la rotule et de comment l'athlète a fait pour s'en sortir. Donc, il a fallu que je parte avec rien, en fait. C'est-à-dire aucune, pas d'expérience d'autres personnes, en fait. Et j'ai cru en moi et je suis convaincue aujourd'hui d'une chose, c'est que, en fait, on peut atteindre le haut niveau avec la discipline. Faire sa VM à courte le mardi, sa VM à longue le jeudi, sa sortie longue le dimanche pour préparer les marathons, sortir 2 fois jour, faire son renforcement, sa muscu, etc. Mais je crois que la différence entre le haut niveau et le très haut niveau que je vise, en fait, aujourd'hui en préparant le record du monde, je pense que c'est d'accepter de continuer quand tout va mal, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus dur, en fait. C'est parce que finalement, la discipline au quotidien, quand les entraînements passent, c'est sûr que ça amène des renoncements, c'est-à-dire que on va s'entraîner au lieu d'accepter un déjeuner, on va faire attention à son alimentation, au sommeil, etc. Mais quand on est vraiment confronté à l'obstacle, à celui qui vous met à terre et où vous êtes obligé de repartir de zéro alors que vous visiez un très très gros objectif, je pense que c'est ça qui crée une forme de rage intérieure, une forme de niaque, et qui clairement sur la durée fait la différence, en fait. Et je suis convaincue que c'est ça la différence entre les sportifs qui durent et ceux qui au final vont faire quelques saisons mais vont s'arrêter rapidement parce que peut-être ils ont atteint le haut niveau trop vite, en fait. Parce que parfois il se trouve que on a une rencontre entre un potentiel, des conditions de la performance assez vite dans une carrière. Et donc après, on n'a pas forcément cette niaque pour continuer. Les obstacles, c'est compliqué sur le moment, mais c'est ça qui fait que vous devenez beaucoup plus persévérant et vous êtes dans cette quête de sublime qui en fait vous remplit. Parce que ce qui vous remplit, c'est pas la médaille d'or, en fait. C'est le chemin. Et donc quand on rencontre ces obstacles, le chemin, il est fait d'expérience, il est fait de résilience, il est fait de rencontres. J'ai rencontré à ce moment-là des chirurgiens, des préparateurs physiques, des kinés qui m'ont énormément apporté. Et clairement aujourd'hui, je sais faire des exercices et je sais faire beaucoup de choses que je n'aurais pas mis en œuvre si j'avais pas eu cet accident, et qui clairement m'ont probablement aidé ensuite pour atteindre les 2 records de France que j'ai améliorés. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ? Alors, c'est vrai que j'aurais envie parfois de donner des conseils à la Stéphanie d'avant pour qu'elle aille plus vite, parce que clairement il y a eu des cheminements qui ont été longs, tout simplement parce que j'avais pas d'éclairage, parce que je partais de trop loin, j'avais pas les codes, en fait. Mais en même temps, je me dis, si j'ai fait tout ce cheminement et si j'ai fait les erreurs que j'ai faites, peut-être que c'est ça aussi qui rend le chemin intéressant, et c'est ça qui fait que ensuite j'ai été plus forte. Si je prends l'exemple de la classe prépa,
j'ignorais à l'époque que que le corps était aussi important. Donc j'aimais beaucoup le sport quand j'étais jeune, et j'ai voulu ensuite faire une école de commerce pour m'émanciper, pour devenir indépendante et puis commencer à voyager, parce que c'était vraiment mon rêve, et je voyageais pas du tout quand j'étais plus jeune. Et j'avais personne pour m'aiguiller dans cette voie, parce que personne autour de moi avait fait une école de commerce. Et donc moi je me suis dit waouh, mais c'est tellement dur que pour réussir tu vas t'enfermer dans le travail. Donc j'ai commencé à travailler jusqu'à 2h du matin, à oublier complètement l'activité physique. C'est une erreur en fait, parce que l'activité physique, elle m'aurait apporté beaucoup plus de concentration, beaucoup moins de fluctuations d'humeur, elle m'aurait permis en réalité d'être beaucoup plus forte dans la préparation de mon concours. Mais en même temps, le fait d'avoir fait ces erreurs-là me permet aujourd'hui, alors que j'ai vraiment une prise en compte du corps qui est très importante dans mon quotidien, j'ai vécu aussi le cas où je ne prends pas en compte le corps. Et je pense que si je suis aussi convaincue de l'importance de l'activité physique pour une meilleure santé, pour un monde plus durable, pour un meilleur épanouissement, c'est aussi parce que j'ai vécu ces moments-là. Donc, est-ce que finalement, c'est mieux ou pas de les avoir vécus ou pas? Enfin, c'est peut-être un bien pour moi de l'avoir vécu comme cela. Donc, est-ce que vraiment j'ai envie de refaire? C'est vrai que parfois j'aurais aimé avoir plus de code pour aller plus vite, mais peut-être que je pense ça parce que comme je sais que la vie est courte, je me dis peut-être que y a un bout de chemin là-bas que je ne connaîtrais pas, parce qu'en fait je suis partie trop loin. Si j'étais partie un peu plus haut, peut-être que je le connaîtrais, mais au final j'ai connu un autre chemin. Enfin, le chemin il est finalement aussi long, mais peut-être ailleurs en fait. Qu'est-ce que tu trouves beau, Stéphanie? Qu'est-ce que tu trouves beau au sens visuel, au sens esthétique, mais sinon au sens peut-être plus métaphorique? Alors pour moi, la beauté, j'adore la beauté de la foulée, la beauté du geste. Ce que j'aime en fait en courant, et c'est pour ça aussi que je travaille avec les sprinters, c'est le beau geste. Et c'est pour ça que quand j'étais petite, j'aimais bien répéter les figures de gymnastique, parce que je pensais que dans la course à pied, tout était simple, il suffisait de mettre une jambe devant l'autre. Et en fait, j'ai pris conscience ensuite avec le temps et la pratique qu'en fait la course à pied, ça s'apprend, et c'est aussi technique que la danse ou la gymnastique. Ce que j'aime, c'est la beauté du geste et c'est la beauté du corps. Ce que je trouve dommage, c'est que on l'habille en fait ce corps avec des beaux vêtements, des beaux maquillages, mais souvent on oublie que le corps en fait c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Et en fait c'est dommage parce que, mais ça revient, c'est très en lien avec la prise de conscience du corps, c'est que on va prêter attention à tout ce qui l'habille, mais parfois on va l'oublier en fait. Alors qu'il a le droit d'être aussi beau. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce que t'aimes pas voir? Qu'est-ce que tu trouves laid? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'irrite? J'aime pas trop la médiocrité ou l'absence de remise en cause ou l'absence d'ouverture d'esprit ou voilà, parfois la vie nous amène à rencontrer la médiocrité, on a envie de faire bouger les lignes. Et c'est voilà des choses parfois qui sont un peu plus difficiles. Après, j'ai une très grande sensibilité et donc c'est forcément des choses qui sont plus compliquées. Le côté un peu Calimero, j'aime pas trop en fait, parce que pour moi faut se battre quoi. Enfin, j'ai une forme de rage intérieure et je pense qu'on a tous des aspects positifs, des points positifs et puis des points négatifs. Mais encore faut-il arriver à voir ces points positifs, ces choses qui qui nous permettent d'aller plus loin. Il n'y a pas que les autres qui ont de la chance. On peut en avoir aussi, mais encore faut-il créer les opportunités. Et assumer, j'ai l'impression dans ce que tu dis. En fait, assumer, être responsable. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que c'est c'est quelque chose que, enfin voilà, il faut reconnaître ses défauts, ses qualités, et puis aller de l'avant et ne pas se dire toujours que les autres ont plus de chance. Je pense que c'est ça quelque chose qui m'agace un petit peu en fait, mais parce que mes points de départ ont souvent été loin des points d'arrivée et j'ai pas envie en fait de me plaindre de quoi que ce soit. Enfin, j'ai vraiment envie de d'avancer quoi. Et alors ma dernière question pour toi, est-ce qu'il y a un livre ou des livres peut-être même d'ailleurs que tu as particulièrement aimé, qui t'ont touché, marqué, qui à un moment dans ta vie en fait ont été vraiment importants pour toi, dont tu pourrais nous parler et pourquoi?
Est-ce qu'ils ont eu cet impact? C'est plutôt des rencontres. En fait, les livres, mon regret, c'est que ma vie actuelle ne me permet pas d'en lire, et ça, je le regrette vraiment. Je pense que dans les projets à venir, après le sport de haut niveau, ça sera aussi un projet, la lecture, clairement. Et je pense que je serais surtout attirée par les biographies. J'aime beaucoup les récits, en fait, les personnes qui racontent un peu ce qu'elles ont pu vivre. C'est pour ça que j'aime beaucoup les rencontres aussi. C'est des rencontres... Beaucoup de rencontres m'ont marqué, mais là aussi je pourrais pas dire laquelle en particulier. C'est les rencontres de tout le monde, en fait. Aujourd'hui tu me poses des questions, mais en général moi, j'aime beaucoup les poser. Et c'est ça qui me marque. Voilà, donc j'ai pas d'exemple en particulier. Je crois que la dernière fois on avait parlé du livre de Reinhold Messner, parce que avant de partir en Antarctique, il m'avait fait pleurer, en fait, ce livre. Mais là c'est dans un contexte vraiment très spécifique. Il n'a pas marqué ma vie plus que ça. Stéphanie, je te remercie 1000 fois pour ton temps. C'était à nouveau passionnant. Alors, pour les personnes qui peut-être auraient envie d'en savoir plus, de voir tes quelques posts sur Instagram, malgré tout, et puis sur LinkedIn, que je trouve vraiment très bien écrit. Donc, on te suit tout simplement en allant quand même sur tes réseaux sociaux, sur ton site aussi. T'as écrit plusieurs livres, donc En Mouvement, et puis On est tous aventuriers. Je te remercie d'avoir partagé autant de choses avec nous. Je te remercie pour ta sincérité habituelle. Je commence à maintenant te connaître un petit peu mieux. Et puis évidemment, bravo pour tout ce que tu fais. C'est inspirant. C'est inspirant parce que je pense que quand on est un peu, tu vois, assis derrière un ordinateur, un bureau avec un ordinateur, derrière une caméra, enfin bref, dans nos vies finalement un peu plus basique, je parle pour moi et je pense pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, je trouve ça très inspirant justement de voir qu'il y a d'autres chemins possibles, et de voir qu'ils sont assumés, de voir qu'ils sont pas faciles, loin s'en faut, mais qu'en fait ça rend heureux d'assumer ses choix. Donc je te remercie pour ça. Et merci à toi.